Bienvenue dans l'Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un article intitulé « 4 raisons pour lesquelles les bons employés perdent leur motivation ». Il a été écrit par Richard E. Clark et Bror Saxberg. Alors, l'article commence en définissant ce que c'est que la motivation. On lit « La motivation, la volonté d'accomplir le travail en commençant plutôt qu'en tergiversant, en persistant face aux distractions et en investissant suffisamment d'efforts mentaux pour réussir, représente 40% du succès des projets d'équipe. Pourtant, les managers ne savent souvent pas comment motiver efficacement les employés peut inspirer. Il est crucial d'évaluer soigneusement la nature de l'échec motivationnel avant d'agir. Appliquer une mauvaise stratégie, par exemple, inciter un employé à travailler plus dur alors que la raison est qu'il est convaincu qu'il ne peut pas le faire, peut en fait se retourner contre lui, entraînant une perte de motivation encore plus grande. Ce passage que je viens de lire, pour moi, me sonne comme une sonnette d'alarme où ils ont précisé qu'il est crucial d'évaluer soigneusement la nature de l'échec motivationnel avant de décider d'appliquer une stratégie. Alors, ça me semble exactement le processus comme quand on est malade, on va chez le médecin, on ne vient pas juste et puis le médecin me dit « Ah, t'as l'air d'avoir de la fièvre, tiens, je te prescris tel et puis voilà, rentre chez toi. » Il prend le temps de faire des analyses, il a des soupçons, il les vérifie avant de te prescrire des médicaments et comme ça, tu es sûr d'avoir un traitement beaucoup plus efficace. Donc, c'est bien que dès le début, non seulement on a déjà défini ce qu'est la motivation, comme ça tout le monde sait ce qu'on attend comme résultat, et aussi on sait que c'est important de faire le point d'un diagnostic, de pas sur la cause du problème de motivation avant de commencer à essayer de le résoudre. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire pour ajouter que avoir la motivation, ce n'est pas quelque chose qui se décide forcément. Quand quelqu'un perd sa motivation, il y a forcément des raisons. Et ne pas prendre le temps de poser un diagnostic, comme tu l'as dit, et comme c'est bien précisé dans l'introduction de l'article, c'est un petit peu naviguer à vue et prendre le grand risque de ne pas régler le problème en cause. C'est un exemple que je donne, mais personnellement, je suis un petit peu accro à la gym. Mais les moments où je ne vais pas être motivé à y aller, ça va être pour une raison précise. Et si je n'ai pas pris le temps d'identifier cette raison-là, je ne vais jamais me décider à un moment donné à reprendre en fait. Parce que une fois que tu as une fois que tu as identifié le problème, au moins là, tu sais quoi activer, sur quoi agir pour faire en sorte de retrouver ta motivation et de repartir sur de bonnes bases. Donc c'est important de préciser combien c'est nécessaire de faire un diagnostic initial avant de mettre des actions en place pour régler les problèmes. Alors ça, c'était la première étape pour commencer à aider les employeurs à trouver la motivation. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet en parlant des différents pièges qui font perdre la motivation à ces employés. On va commencer par le premier piège qui est intitulé « l'inadéquation des valeurs » et qui peut s'illustrer par cette phrase « Je ne m'en soucie pas assez pour faire cela ». D'abord, on va identifier comment ce piège attrape les employés. Par exemple, lorsqu'une tâche n'est pas liée ou ne contribue pas à quelque chose dont ils se soucient, les employés ne sont pas motivés à le faire. Et dans ce cas-ci, il y a quelques astuces pour aider le manager à guider son employé, à l'aider à sortir de ce piège. Donc, une série d'actions qu'il peut faire, c'est la suivante. Découvrez ce qui intéresse l'employé et connectez cela à la tâche. Trop souvent, les managers réfléchissent à ce qui les motive et supposent qu'il en va de même pour leurs employés. Grosse erreur. Lancez-vous dans une conversation approfondie et dans une prise de perspective pour identifier ce qui intéresse votre employé et comment cette valeur est liée à la tâche. Oui. Je pense que c'est un point extrêmement important. On ne prend pas en compte
les désirs de l'autre. Sur ce point-là, j'aimerais parler d'empathie en réalité. Quand on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre, on ne devine pas quelles sont ses motivations, on ne devine pas quelles sont ses envies, quels sont ses besoins, ses frustrations, et ainsi de suite. Or, il faut quand même partir de là pour savoir exactement sur quoi insister ou sur quoi agir pour faire en sorte que la personne retrouve son envie de s'investir dans le travail. Et ce point-là est très important. Il met l'accent sur l'importance d'arriver à identifier qu'est-ce qui intéresse ton collaborateur et de lui dire, en fait, de faire la connexion entre le travail qu'il attend et ce qu'il apprécie, ce qu'il aime ou ce qui suscite son intérêt tout simplement. C'est extrêmement important. Je vais renchérir en faisant un petit point sur les différentes valeurs qui ont été identifiées dans cet article. La première valeur, c'est la valeur de l'intérêt, c'est-à-dire à quel point une tâche est liée à quelque chose qui intéresse vraiment cet employé, comme on vient de dire, c'est une bonne suite. La deuxième valeur, c'est la valeur identitaire, c'est-à-dire en quoi le travail à accomplir fait appel à une qualité que quelqu'un se reconnaît avoir, à une partie de soi, une conception qu'on a de soi. Pas forcément une compétence, mais quelque chose par quoi on s'identifie, parfois on se définit. Le fait que cette tâche fait appel à cela à nous, c'est-à-dire ça veut dire qu'on peut établir un lien entre nous, la personne que nous sommes, et la tâche à accomplir. Donc cette tâche renforce notre identité en quelque sorte. Et une autre valeur était la valeur d'importance, c'est-à-dire on sait tous, on a des objectifs à atteindre et il y a cette tâche. Et parfois, les employés ne peuvent pas directement connecter ce que cette tâche apporte à l'objectif qu'on a atteint. En général, on s'assied en début de trimestre ou en début d'année pour fixer les objectifs de l'équipe. Et après, on a une liste de tâches qui en découlent. Mais parfois, on ne peut pas faire le lien direct entre cette tâche-là. Qu'est-ce que cette tâche apporte à cet objectif que j'essaie d'atteindre? Donc, il est important pour le manager de faire ce lien-là. Et il y a aussi la valeur d'utilité, c'est-à-dire à quel point une tâche peut être fastidieuse, ennuyante, elle peut demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et alors l'employé doit aussi savoir, il fait tout ça, il s'investit, il donne son temps, il donne son effort, il donne son énergie, mais cette tâche doit aussi rapporter quelque chose, cette tâche doit être utile, ce n'est pas juste une tâche pour l'occuper. Et ça ne sert à rien à la fin de la journée. On voit souvent les entreprises où on confie aux stagiaires des tâches qui n'ont ni queue ni tête juste pour les occuper. En ce moment-là, c'est normal. Ils n'auront pas la conscience que ce qu'ils font a vraiment de l'importance et ils ne se reconnaîtront pas, ils ne se sentiront pas utiles. Donc ça, c'est en rapport à la valeur d'utilité. J'aimerais ajouter que c'est important d'arriver à connecter la tâche qu'on confie à ses collaborateurs, à la connecter avec la mission qu'on a. Je veux dire, par exemple, la mission de l'entreprise. Quand, en tant qu'employé, on est dans une entreprise dont on ne connaît pas véritablement la mission, le cœur de métier, le cœur de la mission. Vraiment, je ne trouve pas de mots plus intéressants pour exprimer ce fait-là. Quand on n'arrive pas à connecter les choses, il y a un déphasage. Je suis dans une entreprise en tant que stagiaire. Je sais que l'entreprise fait, par exemple, je dis n'importe quoi, dans la comptabilité, par exemple. Mais à longueur de journée, les tâches qu'on me confie, c'est aller faire des photocopies. À un moment donné, je vais me dire, c'est une tâche ingrate, c'est une tâche inutile, ça ne m'intéresse pas. En quoi ça contribue en fait à faire les tâches véritables liées à la comptabilité? Ça n'a rien à voir en réalité, sauf si mon N+1 m'explique ces photocopies que tu vas faire, elles vont servir à ça, elles vont servir à ça, et que les explications qu'on me donne sont pertinentes, ou en tout cas, même si on ne m'assoit pas pour me les expliquer, on me montre et on me permet en fait d'avoir une visibilité sur ce à quoi ça sert. Et là, en fait, je connecte les choses et je me dis, ok, mon travail est utile parce que ci, parce que ça. Donc, c'est vraiment important de faire le lien entre les tâches qui sont confiées à un collaborateur
est véritablement la pierre qu'il apporte à l'édifice que vous construisez tous ensemble. Sans ça, vraiment, c'est normal que votre employé perde sa motivation puisqu'il se dit qu'il est inutile. Ça, c'est le piège sur sur l'inadéquation des valeurs. C'est encore une certaine idée que j'aimerais apporter dessus. Je me suis quand même rendu compte que les valeurs, enfin le système de valeurs, moi c'est quelque chose que j'appelle, et à quoi je fais référence très souvent même dans ma vie personnelle, ce que j'appelle moi mon système de valeurs. C'est les choses qui me tiennent à cœur, les choses qui sont essentielles pour moi. C'est un critère qui est très souvent négligé. Oui. Les gens n'y pensent pas. Ils ne pensent pas. Parfois, tu parles à quelqu'un, tu dis, c'est quoi ton système de valeurs? La personne ne sait même pas en quoi il croit. Il ne sait même pas ce qui compte pour lui. Et je me dis, chaque personne, avant d'intégrer une nouvelle entreprise, quand tu passes les entretiens déjà, toi aussi, tu dois les évaluer. Autant que tu passes l'entretien et qu'on t'évalue, il faut savoir si tu es bon. C'est ça. Tu dois évaluer également l'entreprise. Donc, pour cela, tu dois avoir ton propre système de valeurs qui est défini et essaie de vérifier si leur système de valeurs correspond au tien. Si par exemple, pour ça, c'est ça, ça c'est moi par exemple, tu es quelqu'un à qui la cause environnementale tient à cœur. Et tu es dans une entreprise qui, je sais pas, gaspille du papier à longueur de journée, on fait des photocopies pour tout et pour rien, on imprime les présentations dans toutes les couleurs possibles pour juste montrer une fois et après on jette à la poubelle. Normalement, là, tu sais que c'est pas pour toi. Voilà. Donc, mais il faut déjà, personnellement, chacun se questionner à propos de quelles sont moi mes valeurs et les mettre en concurrence avec les valeurs que l'entreprise démontre, dispose, et faire cette comparaison déjà avant d'intégrer une entreprise. Là, il y a moins de chances en cours de route de se retrouver dans une situation où il y a une inadéquation des valeurs. Donc, totalement d'accord. C'est ce que je voulais ajouter. Totalement d'accord. Très pertinent. D'accord. On passe au piège numéro 2. D'accord, oui. Le manque d'auto-efficacité. Pour expliquer, les employés se disent « je ne pense pas être capable de faire cela ». Comment ce piège les attrape? Lorsque les travailleurs croient qu'ils n'ont pas la capacité d'accomplir une tâche, ils ne sont pas motivés pour l'accomplir. Aussi simple que ça. Dans ces cas, comment est-ce que vous pouvez aider votre employé à sortir de ce piège? Vous pouvez tout d'abord développer le sentiment de confiance et de compétence de l'employé. Cela peut être fait de plusieurs manières. La première consiste à souligner les moments passés où ils ont su surmonter des défis similaires. Partager par exemple des exemples, désolé pour la répétition, d'autres personnes qui ont su surmonter les mêmes difficultés d'une façon que l'employé peut également faire. Développer leur sentiment d'efficacité personnelle en relevant des défis de plus en plus difficiles ou en décomposant la tâche actuelle en morceaux gérables. Je pense que ça s'entend. C'est un peu de la gestion, de tâches. Si on estime que ce qu'on a à faire est trop gros, on le décompose en petites étapes et ça nous facilite la vie. Encore une fois, le diagnostic est important. Quand vous avez diagnostiqué que la perte de motivation de votre employé est liée au fait que la tâche qu'il doit accomplir lui semble trop gigantesque, trop importante pour ses frêles épaules, l'une des options que vous avez, c'est de décomposer la tâche en plusieurs petites tâches qui lui permettent petit à petit d'atteindre le goal ultime. Ça, c'est une solution, je pense, à laquelle vous devriez penser de façon instinctive, spontanée. L'article met également l'accent sur l'importance de préciser, ou en tout cas de faire réaliser à l'employé que si une tâche lui a été confiée, c'est parce que à l'entame, il avait certaines compétences qui suggèrent qu'il est capable de relever le défi. C'est parce qu'à l'origine, il a quand même les bases, il a les prérequis pour accomplir la tâche. Donc, il faut déjà faire une sorte de travail psychologique sur l'employé, lui faire comprendre que la tâche qui lui est confiée, il est capable de l'accomplir en fait. Parce que ça peut partir d'un doute, d'un manque de confiance en soi, d'une remise en cause ou en question de ses capacités, de ses compétences, ainsi de suite. Donc il faut faire ce travail-là, psychologique avec lui et lui faire réaliser que ce qu'il a à faire est accessible. Il suffit qu'il programme les choses et qu'il gère de façon efficiente la façon dont il va atteindre ses objectifs.
Je sais pas si... C'est très bien que tu aies parlé de cet aspect parce que ça va très bien avec ce que j'allais dire. Parce que quand moi je lisais cette partie de l'article, une chose à laquelle je pensais c'est mais en fait le manager doit être un psychologue en fait. C'est la première idée qui m'est venue en tête. Exactement, je suis totalement d'accord. Mais c'est quand même intéressant qu'ils mettent ça en avant de cette manière-là sans le dire directement, mais on comprend quand même entre les lignes. Et je remarque, en tout cas, dans moi, mon expérience personnelle et de ce que j'ai entendu autour de moi, l'aspect de la gestion des personnes en entreprise qui est très souvent négligé, c'est le côté humain et psychologique. On a beau parler de ressources humaines, mais on est très rarement traité comme des humains, plutôt comme des ressources. Et ça fait un grand déphasage pour faciliter l'empathie et le soutien psychologique qu'on pourrait recevoir de son manager, de son gestionnaire. Savoir écouter les gens, les amener à comprendre les choses sans devoir les pointer du doigt et les différentes stratégies pour les mettre dans un bon état d'esprit relève en fait des capacités de psychologue. Ça relève en fait des caractéristiques qu'on apprend en psychologie. Donc, ce que moi j'ai retenu dans ce piège-là, c'est que le manager doit être un vrai psychologue. Donc, les managers avouent de psychologie. Oui, absolument. On passe au piège suivant? Oui, on peut passer au piège suivant. Vas-y. Alors, le piège suivant s'intitule Les émotions perturbatrices. Et ça peut s'illustrer par le type de pensée du genre « je suis trop bouleversé pour faire cela ». Alors, ce piège peut survenir lorsque les travailleurs sont rongés par des émotions négatives, telles que l'anxiété, la colère ou la dépression, pour ne citer que cela. Et ils ne sont pas motivés pour accomplir une tâche. Une manière d'aider un employé à sortir d'un tel piège, c'est de commencer dans un contexte où on ne peut être entendu. Il faut leur dire que vous voulez comprendre pourquoi ils sont bouleversés et pratiquer une écoute active. Ne soyez ni d'accord ni en désaccord. Ne portez pas de jugement en demandant à l'employé ce qui selon lui le dérange. Ensuite, résumez brièvement ce qu'ils ont répondu et demandez-leur si vous avez compris. S'ils disent non, excusez-vous et dites-leur que vous écoutez attentivement et de bien vouloir réessayer. Lorsque les gens se sentent compris, leurs émotions négatives s'atténuent un peu. Il peut être utile de leur dire que vous souhaitez réfléchir à ce qu'ils vous ont dit et planifier un moment pour en discuter le lendemain. Cela aide souvent la personne à mieux contrôler ses émotions. Je pense que c'est suffisamment explicite, c'est complet, ça explique très bien le piège qui consiste pour l'employé à se dire, pour l'employé à se retrouver dans une situation où ses émotions prennent le dessus et quand il traverse des moments difficiles, il perd sa motivation. C'est un petit peu logique. Imagine, tu as des tâches au boulot et dans ta vie personnelle, tu as des événements bouleversants qui t'arrivent. Forcément, ça empiète un petit peu, ça va forcément t'affecter d'une façon ou d'une autre. Et ça peut entamer ta motivation. Comment est-ce que le manager réagit? Comment est-ce que le responsable réagit? C'est vraiment ça qui va faire toute la différence parce qu'il y a des managers qui ne sont pas attentifs à leurs collaborateurs. Généralement, quand on va écouter des managers s'exprimer sur la façon dont ils gèrent leurs équipes, ils ont tendance à associer le fait de prendre soin et d'écouter leurs équipes avec le fait de les materner. Ce n'est pas le cas. Materner son équipe, ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce n'est pas écouter son équipe. Quand vous êtes attentif aux besoins de votre équipe, vous savez reconnaître les signes qui indiquent que quelque chose ne va pas et prendre le temps de s'asseoir pour en discuter est absolument essentiel. Je suis d'accord que parfois ça peut être difficile parce qu'on n'a pas les compétences, mais encore il faut avoir l'humilité de se dire je ne suis pas bon psychologue ou je ne suis pas une bonne oreille pour régler ce problème-là. Mais quand c'est comme ça, on ne reste pas assis à ne rien faire, ou on ne laisse pas l'employé s'enfoncer et courir à sa perte jusqu'à le perdre parce que ça arrive ça.
on ne laisse pas l'employé sombrer en fait. On réagit. Et comment on réagit? Pour moi, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est d'offrir un accompagnement. Si vous n'êtes pas capable d'accompagner psychologiquement votre employé, l'une des choses les plus simples à faire, c'est de lui offrir un accompagnement thérapeutique. Il y a des boîtes qui le font et c'est clair que quand elles le font, elles en tirent un bénéfice. C'est d'abord un bénéfice pour le collaborateur, mais également pour l'entreprise, parce qu'un collaborateur qui retrouve sa motivation, c'est sûr qu'il va travailler de façon à ce que l'entreprise ait du succès et rapporte toujours plus d'argent. Donc c'est un petit peu lié, quoi. Moi, je vais revenir sur un point, Oui. avant de refermer sur ce que tu as dit. Où tu as commencé, quand on a commencé à donner les conseils pour aider l'employé à sortir de ce piège, on a commencé par dire de commencer dans un contexte où on ne peut pas être entendu. Cela, je ne sais pas si c'est clair, parce que j'ai trouvé que cette phrase était un peu tournée, pas très directement. Mais l'idée qui ressort ici, c'est qu'il faut s'isoler avec cet employé. On ne va pas le mettre en plein milieu de l'open space et commencer à lui poser des questions. Très important. Il faut l'emmener dans un endroit calme où on est sûr qu'on ne sera pas entendu par hasard par quelqu'un qui passe. Fermer la porte, ou même si c'est peut-être demander d'attendre après la sortie, quand tous les autres sont venus, pour avoir une dizaine de minutes pour discuter, pour être sûr d'avoir une certaine intimité avec lui. Et ne pas commencer à poser cette question avec des oreilles qui peuvent traîner, parce que du coup, ça met l'employé mal à l'aise. Et ça rend plus difficile de s'ouvrir et de se confier. En dehors de ça, je voudrais aussi apporter le point sur le fait qu'on a parlé des émotions perturbatrices spécifiques. Quelle est la place des émotions ici? En fait, on est là pour travailler. Quand tu es là avec tes émotions, tu as des problèmes personnels, mais écoute, c'est à toi en tant que personne de les gérer. On peut très bien dire ça, mais comme j'ai dit plus tôt, il faut quand même se rappeler qu'il y a de l'humain dans la ressource humaine. Et il faut penser aussi à soigner l'humain, pas que le côté de ressources. Il faut penser aussi à gérer le côté humain des gens. Et en cela, ta suggestion d'accompagnement thérapeutique arrive à point nommé. C'est souvent en dehors du rôle de ce qu'un manager peut offrir, aussi fin psychologue qu'il soit. C'est toujours mieux quand même de revenir aux experts pour guider et vraiment être plus efficace dans les solutions apportées. Voilà. On peut passer au dernier piège. Je lis. Vas-y. D'accord. Le dernier piège qui s'intitule les erreurs d'attribution et qui peut s'illustrer par cette phrase: je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné. Alors, ce piège survient lorsque les employés ne peuvent pas identifier avec précision la raison de leur difficulté avec une tâche, ou lorsqu'ils attribuent leur difficulté à une raison indépendante de leur volonté. Ils ne seront pas motivés à le faire. Alors, comment peut-on aider un employé à sortir de ce piège? Il faut, premièrement, aider l'employé à réfléchir clairement à la cause de cette difficulté avec la tâche. Les erreurs d'attribution sont souvent à blâmer lorsque les employés semblent trouver des excuses pour ne pas accomplir une tâche. Ça se présente en cas de maladie, quand un employé prétend ne pas avoir assez de temps pour accomplir une tâche ou qu'il essaie de faire passer la tâche à un collègue, alors que c'est une tâche qu'il peut très bien faire. Aider un employé à identifier exactement pourquoi la tâche semble insurmontable peut l'aider à surmonter cet évitement. S'il identifie une cause qui échappe à son contrôle, comme par exemple vouloir blâmer les autres ou attribuer la raison de son incapacité à un défaut qu'il a qui ne peut jamais changer, il faut suggérer d'autres causes qu'il peut contrôler, comme la nécessité de changer de stratégie ou d'appliquer un meilleur niveau de planification. Pour moi, c'est suffisamment clair. C'est très précis comme directive. Oui. Parce qu'une personne qui se retrouve dans une situation où elle estime qu'elle ne réussira pas une tâche, mais elle n'est pas capable de dire pourquoi elle ne peut pas la réussir, c'est clairement une personne qui est en détresse. Pour moi, c'est une personne qui est en détresse et il faut être capable de lui apporter l'aide qu'on se sent capable de lui apporter. Désolé pour la répétition, mais en tant que manager, c'est aussi ça votre rôle. C'est
vous connaissez plus ou moins les tâches que vous attribuez à un collaborateur. Donc, vous savez plus ou moins quelles sont les difficultés, quels sont les défis qui sont liés à cette tâche-là. Si votre employé vous fait comprendre qu'il est incapable de réussir la tâche et qu'il n'a pas d'indicateurs ou d'éléments précis pour vous dire je ne peux pas la faire parce que si, parce que ça, parfois c'est parce qu'il n'est pas capable de mettre le point, il ne peut pas mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Mais vous, en tant que manager, vous savez, en tout cas vous êtes censé avoir de la visibilité sur ces éléments-là. Et vous êtes normalement capable de lui indiquer, ok, est-ce que tu as identifié telle chose? Est-ce que telle chose te convient? Est-ce que telle chose ne peut pas être améliorée? Est-ce que c'est pas dû à telle autre chose? Comme ça, vous l'aidez à connecter les choses en fait et à se dire, ah d'accord, en fait c'est ce point-là que je n'arrive pas à dépasser et qui m'empêche d'arriver à mon objectif. C'est simple, c'est très simple en fait. C'est simple dans la théorie, on est d'accord, mais en réalité, si vous vous mettez à l'exercice, c'est assez aisé. Une manière intéressante serait peut-être de faire une simulation. C'est-à-dire dire à l'employé, d'accord, je n'arrive pas à faire cette tâche, mais dis-moi, comment tu commences? Qu'est-ce que tu fais en premier quand tu veux l'exécuter? Comment tu vois les choses aller? Où est-ce que tu penses que ça bloque? C'est ça. Et même s'il ne donne pas de raison, juste le processus, petit à petit, déjà peut lui permettre déjà d'avoir une meilleure compréhension de quel est son blocage et une meilleure facilité donc d'appréhender peut-être la tâche et aussi vous permettre de savoir quels sont les manquements qu'il faut avoir. Et l'article parle beaucoup de d'aider l'employé en lui suggérant une nouvelle stratégie, une nouvelle planification, quelque chose comme ça. Mais moi, j'aimerais rajouter, une autre chose serait peut-être de proposer un renforcement de compétences. Aussi, bien sûr. Ou une évaluation, c'est-à-dire s'il pense qu'il n'a pas la compétence pour, et que vous pensez qu'il a bel et bien la compétence pour, proposez-lui une évaluation de cette compétence. Et ce résultat déjà va lui faire gagner en confiance et savoir qu'un expert atteste qu'il a bel et bien cette compétence, il sera donc beaucoup plus confiant à exercer cette compétence lorsqu'il fait ses tâches. Encore une fois, on revient sur le fait d'identifier le problème. Oui. En fait, ce qui bloque, ce qui empêche la motivation d'être présente chez l'employé. Et on sait sur quoi agir pour faire en sorte de décanter la situation. Ça nous conduit à... Alors, nous avons le mot de fin, petit résumé. Alors, avec chacun de ces 4 pièges de motivation, l'astuce consiste à réfléchir de manière plus globale à ce qui empêche les employés de s'initier, de persister et de faire un effort mental. La recherche suggère que les managers peuvent faire davantage pour diagnostiquer les problèmes de motivation des employés. Lorsque la motivation déraille, identifiez exactement quel piège a attrapé vos employés et appliquer la bonne intervention ciblée peut faire bouger les choses. Ça fait toute la différence. Oui. Alors, ça nous amène à vous poser la question. Alors, nous sommes donc à la fin de cet épisode. On a parlé principalement des pièges de la motivation. Et au cours de cette discussion, quand même, nous sommes beaucoup revenus vers des termes comme l'empathie. Nous avons parlé d'accompagnement thérapeutique et nous avons parlé des compétences psychologiques de manager. Alors moi, j'aimerais bien savoir votre avis à vous sur cette question. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire suivre aux personnes qui atteignent des postes managériaux une formation en psychologie, ne serait-ce que basique? Alors, quel est votre avis sur cette question? Je vous attends en commentaire pour en discuter. Alors, likez si cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouvera pour continuer nos discussions sur l'esprit d'équipe et nous allons aborder un autre sujet, un autre aspect. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer cet épisode et en attendant, gardez votre esprit d'équipe.